Je laisse immédiatement la parole à Julie Dupont-Lassalle, effectivement, sur une question qui est présente depuis le début, visiblement, du colloque, cette question de la collectivité unique à La Réunion. Est-ce une réforme qui est envisageable, qui est possible d'un point de vue constitutionnel, juridique, mais également d'un point de vue purement pratique? Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je remercie d'abord les organisateurs du colloque. Alors évidemment, c'est un exercice un peu obligé dans les manifestations universitaires, mais je le fais vraiment avec beaucoup de plaisir, puisque le choix qu'ils m'ont permis de faire sur ce sujet et le fait d'intervenir aujourd'hui est une grande satisfaction. Alors c'est pas l'émotion des débuts des premiers colloques et l'angoisse qui y est mêlée, mais il y a quand même une forme d'émotion pour ma part d'intervenir aujourd'hui pour d'autres raisons. D'abord à titre professionnel, je suis très heureuse de pouvoir discuter de ce sujet avec vous et d'entamer un certain nombre de débats, parce que si j'ai eu la possibilité d'investir ce champ dans le cadre de mes enseignements, c'est la première fois que je vais pouvoir le faire sur le plan de la recherche. Donc j'en suis très heureuse. Ça me permet de m'éloigner de mes champs de recherche qui tournent autour du droit européen habituel. À titre professionnel également, j'ai pu rencontrer un certain nombre de personnes qui m'ont aidée et que je remercie chaleureusement, en plus des organisateurs du colloque, en particulier M. Guy Dupont qui est présent aujourd'hui et puis M. Ismaël Locat qui est absent, mais qui m'ont apporté vraiment une très grande aide dans les discussions que j'ai pu avoir, le temps qu'ils m'ont consacré, et qui m'ont permis d'éclairer une partie des développements que j'aurai à la fin de ma contribution concernant l'exercice des compétences qui est vraiment très particulière à La Réunion et qui mérite un développement tout particulier. À titre personnel, je suis aussi très heureuse de pouvoir discuter de cette question parce que si j'ai pas la chance d'être née ici, et si j'emprunte les propos de Jean-Claude Fruteau, finalement c'est pas si grave et cette île m'a adoptée. Elle m'a adoptée à double titre professionnellement puisque j'ai la chance d'exercer ici depuis une dizaine d'années maintenant. Je suis sur cette île depuis 25 ans, ce qui ne me rajeunit pas beaucoup, mais qui me permet vraiment de montrer mon attachement historique. Et puis, affectivement, puisque j'ai développé beaucoup de liens affectifs, cette île m'a offert mon mari, accueille mes enfants, et donc m'enracine de plus en plus ici. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir parler d'un sujet sur La Réunion qui me permet de donner un peu à cette île que je considère aujourd'hui comme la mienne. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas chanter la chanson de Jacqueline Farérol. Donc, je vais commencer par quelques propos introductifs. Alors, je pense que les organisateurs du colloque et d'autres m'ont vu bougonner un peu tout au long de la journée, puisque finalement, ce sujet de la collectivité unique, il a été un petit peu abordé par un grand nombre d'intervenants aujourd'hui. Et au fur et à mesure de la journée, je me suis demandé s'il me resterait quelque chose à dire et si j'allais pouvoir apporter quelque chose. Et ça, c'est mon côté un peu mauvaise joueuse. Je me disais finalement, tout le monde m'a un peu piqué mon sujet. Mais comme j'essaie de voir le côté à moitié plein, je me rends compte finalement ça va m'aider, puisque ça va me permettre de peut-être respecter mon temps de parole, puisqu'il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas dire. Et donc je vais pouvoir aller à d'autres choses plus essentielles. Donc vous me pardonnerez un déséquilibre dans mes propos, puisque j'irai volontairement assez vite sur les choses qui ont déjà été abordées, que je ne ferai qu'évoquer. Et je renvoie à ma contribution écrite aussi pour les développements plus importants. Et donc j'appuierai plus sur les éléments qui n'ont pas encore été abordés. Si la question de la collectivité unique est une question qui est d'actualité, finalement elle est d'actualité depuis très longtemps. C'est vraiment une question qui revient très souvent, c'est un marronnier sur un plan politique et juridique, journalistique, puisque c'est vraiment quelque chose qui se pose. Alors on l'a vu sur l'Assemblée unique aussi, sur la possibilité de passer à l'Assemblée unique depuis 1982, la première tentative qui avait été faite, qui a été censurée par le Conseil constitutionnel, et finalement, c'est une question qui revient, qui est vraiment d'actualité et qui a été remise au goût du jour avec la révision constitutionnelle de 2003 dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, puisqu'elle a offert cette possibilité de mutation institutionnelle, double mutation, soit de garder les deux collectivités et d'avoir une assemblée unique, ou alors d'avoir une collectivité unique avec ensuite un certain nombre de possibilités variées sur le plan interne. Et cette possibilité d'avoir une collectivité unique, c'est sur cette possibilité-là, donc je vais concentrer mes propos. Et cette question se repose avec beaucoup d'acuité depuis un certain nombre d'années, notamment du fait du passage de la Martinique et de la Guyane à cette forme institutionnelle. Évidemment, ça a relancé les débats pour La Réunion, c'est-à-dire pourquoi pas le faire à La Réunion, sachant que c'est une procédure, on l'a dit à plusieurs reprises, qui est
assez encadré juridiquement, encadré surtout par le consentement des populations qui doit être recueilli, donc qui forme un droit de veto, comme vous l'a expliqué le professeur Roux, et qui, en revanche, dans l'autre sens, n'oblige pas le législateur. C'est-à-dire que ça permet d'empêcher de transformer la réunion en collectivité unique si la population ne le souhaite pas. En revanche, si la population le souhaite et qu'elle est consultée à cet égard, ça n'oblige pas le législateur de poursuivre la modification et d'aller jusqu'au bout du processus. Et c'est un garde-fou qui n'est que sur le consentement, puisqu'après, la main repasse au pouvoir central, puisque la forme de la collectivité, la structure, le mode de scrutin, les organes qui la composeront seront en grande partie décidés également par le pouvoir central. Donc il n'y a vraiment que le verrou du consentement de la population. Cette question de la collectivité unique, elle est extrêmement épineuse et c'est un cadeau empoisonné que j'ai accepté, puisque c'est une question, ça a été aussi abordé plusieurs fois, qui est juridique bien sûr, mais qui est aussi avec beaucoup de connotations politiques. C'est une question qui appelle la controverse, qui montre dans le débat actuel et passé beaucoup de polémiques, beaucoup de dissensions entre les élus locaux. Et d'ailleurs, quand on parle de la transformation en collectivité unique, ce qui est assez amusant, c'est qu'on parle tout de suite de la disparition du département. C'est-à-dire que là, évidemment, ça se pose aujourd'hui parce que c'est le 70e anniversaire de la départementalisation, donc bien sûr qu'on parle du département, mais d'une manière plus générale, quand on parle de la collectivité unique, on voit tout de suite en filigrane la disparition du département, alors que techniquement, finalement, la région, elle va disparaître aussi si on passe à une collectivité unique. Il y a une fusion des deux, mais dans l'imaginaire collectif, on a vraiment l'impression que c'est le département qui va être supprimé. D'ailleurs, la collectivité départementale également, très souvent, ça va au-delà de la Réunion, hein, ça va aussi dans les débats qui ont pu avoir lieu en métropole lorsqu'il avait été annoncé qu'on supprimerait les départements. Dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que le département va être absorbé par la région et que c'est lui qui va être le grand perdant parce que le grand va toujours manger le petit. Et donc, on se rend compte que c'est une question qui est vraiment compliqué. On a vu aujourd'hui qu'il y a une forme de salut dans le statut de département qui fait que finalement on a beaucoup de mal à s'en départir et qu'on a très peur de renoncer à ce statut de département, comme si on allait franchir ensuite un pas qui serait vraiment impossible à dépasser. Alors que la disparition de la collectivité régionale se posera aussi de fait, puisqu'il n'y aura ni département ni région, mais ça suscite beaucoup moins d'émotions. Alors peut-être parce que la collectivité est plus récente, bien sûr, puisqu'elle a été officiellement mise en place en 1982, et aussi parce que elle est plus éloignée des citoyens, qu'elle porte des politiques qui sont des politiques moins de proximité, et donc forcément ça porte moins atteinte au sentiment d'appartenance de la population. Pour présenter les enjeux de la collectivité à la Réunion, j'organiserai mes propos en deux temps qui seront déséquilibrés, puisque je vous l'ai dit, j'irai assez vite sur les points qui ont déjà été abordés. D'abord, cette question se pose d'un point de vue très général, dans un contexte global, puisque ce n'est pas la seule collectivité à laquelle la question se pose encore, il reste encore la Guadeloupe après tout. Et donc il y a des enjeux très généraux qui existent, et puis il y a également des enjeux qui sont très spécifiques à la Réunion, du fait de son histoire particulière, du fait de son attachement à ce statut de département, et donc on pourra aborder dans un second temps. Donc d'abord, d'une manière très générale, les enjeux de façon globale. La pertinence de la création de la collectivité unique à La Réunion, elle se mesure à deux égards. Sur le premier point, j'irai assez vite puisque ça a été vraiment plusieurs fois répété. C'est d'abord le mouvement d'hétérogénéisation des collectivités depuis 2003 et qui va en grandissant, c'est-à-dire que très clairement, on n'a plus aujourd'hui un modèle unique de collectivité et donc on peut complètement oser franchir le pas puisqu'il n'y a plus besoin de respecter un modèle idéal et théorique puisqu'il n'y a plus vraiment de modèle. Donc ça, c'est le premier temps. Et également, le deuxième temps, comme toute réflexion sur, une avancée institutionnelle, ça suppose de passer en revue les avantages et les inconvénients et d'en faire ce qu'on appelle un bilan coût-avantage en droit, sur les avantages éventuels d'y passer et les inconvénients qu'il en résulte aussi. Donc sur l'hétérogénéisation des collectivités, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est un mouvement qui est très nouveau depuis 2003, puisque ça permet finalement de polir les différences entre les deux catégories classiques des collectivités, celle de l'article 73 et de l'article 74. Il y avait trois éléments dans ces deux catégories de collectivités qui pouvaient les distinguer. Le premier, c'était le fait que dans l'article 74, il y avait véritablement le fait d'assumer une diversité
institutionnelle, les collectivités de l'article 74 n'ont jamais été comparables les unes par rapport aux autres. Donc c'était vraiment une caractéristique qui était propre. Finalement, dans l'article 73 aujourd'hui, on peut faire la même chose avec les collectivités que sont les départements et régions d'outre-mer, c'est-à-dire qu'on assume aujourd'hui le fait qu'on ait autant de départements et régions d'outre-mer sur le plan juridique qu'il n'y a de collectivités. Donc ça, c'est assez nouveau. Et donc ça veut dire qu'on admet une diversité dans l'unité. Et donc, même s'il n'y a plus d'unité catégorielle, elle a vraiment été transmise aussi sur la catégorie de l'article 73 de la Constitution. Deuxième aspect, avant de passer au deuxième aspect, pardon, d'ailleurs c'est très révélateur les choix qui ont été faits. Alors Thomas M. Saïdier en a un petit peu parlé ce matin. Dans les collectivités uniques qui ont été créées, on se rend compte, en Martinique et en Guyane, que les choix qui ont été faits sont extrêmement différents, puisque la Guyane a choisi de faire une structure qui est assez proche de la structure régionale, avec une seule assemblée et 51 élus. La collectivité martiniquaise, elle a choisi de garder donc, dans la collectivité unique 2 organes principaux, l'Assemblée et le Conseil exécutif, avec un système de pouvoir et de contre-pouvoir, donc on le verra après, hein, ça relativise un peu un des inconvénients que je présenterai. Et Mayotte, alors Mayotte c'est difficile de la comparer puisqu'elle n'a jamais eu la même histoire que les autres collectivités, elle a accédé péniblement au statut de département, et donc forcément la structure de Mayotte, ça n'a rien à voir, il y a très peu d'élus, et elle ne peut pas revendiquer une histoire de la départementalisation à l'échelle des autres collectivités actuelles. Deuxième point donc, qui différenciait les collectivités de l'article 73 et 74, on l'a dit, c'est la fameuse assimilation législative, l'identité législative, comme on l'appelle plus fréquemment aujourd'hui. Cette identité législative, elle permet de transposer le droit commun métropolitain aux collectivités que sont les départements et régions d'outre-mer. Et finalement, là aussi, il va y avoir un passage qui va se faire en 2003, puisqu'aujourd'hui, on accepte qu'il n'y ait pas une identité absolue, qu'il puisse y avoir une forme de spécificité, ça a été dit par les différents mécanismes, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et c'est surtout l'idée qu'il y a une échelle de l'identité. J'emprunte les termes du professeur Mélin Soukramania, il parle d'échelle d'identité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs degrés d'identité, ce qui avant était inconcevable. Il y avait une identité unique avec une petite adaptation possible, mais pas d'atteinte à l'identité. Aujourd'hui, il y a vraiment une identité qui peut se décliner selon les collectivités. Ça, c'est très nouveau, et donc c'est tout à fait bénéfique à l'éventuel changement de la Réunion et au passage à la collectivité unique. Le seul critère de distinction donc, qui semble rester, c'est le fait que dans l'article 74, on a quand même l'idée d'une autonomie des collectivités, d'un certain nombre de pouvoirs. Alors un des exemples qui vient de vous être donné, c'est la préférence régionale, et éventuellement voire même le passage à l'indépendance, ce qui n'est absolument pas le cas pour les collectivités de l'article 73, qui elles sont fortement attachées au fait de rester dans le giron de l'État. Deuxième aspect de ce point général de la collectivité unique, c'est le bilan coût-avantage. Donc il s'agit ici de présenter les avantages et les inconvénients de façon assez schématique. Il y a un certain nombre d'avantages qui peuvent être présentés, et vous allez voir, je vais les tempérer au moment même où je vais les présenter. D'abord, la simplification des structures. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent, et c'est logique, que c'est une aberration pratique d'avoir une collectivité, une structure territoriale et une structure démographique qui superposent 2 collectivités. C'est-à-dire qu'elles ont la même assise territoriale des populations. C'est une aberration, c'est difficile pour la lisibilité de l'action et des structures, et donc on gagnerait vraiment en termes de simplification à n'avoir qu'une seule collectivité, ça paraît évident. Il y a aussi la question de la concentration des pouvoirs. Deuxième avantage, si on passe à une seule collectivité, on concentre les pouvoirs, puisqu'aujourd'hui on a des pouvoirs qu'on considère comme étant un petit peu émiettés. Là, ça permet de les rassembler aux mains d'une collectivité unique, et donc d'avoir une seule vision sur les capacités de la collectivité, d'avoir une vision peut-être plus rationnelle de ce que veut la collectivité, et donc une meilleure utilisation des moyens. Ça permettrait d'éviter une forme de dispersion. Autre avantage, la rationalisation des compétences. Bien sûr, c'est l'une des critiques principales. Alors, ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas l'apanage des collectivités d'outre-mer, des départements et régions d'outre-mer, c'est vrai pour toutes les collectivités métropolitaines. Il y a un vrai problème dans la gestion des compétences, on le voit avec la multiplication du nombre de réformes qui se succèdent. On a beaucoup de mal sur cette question puisqu'il y a un enchevêtrement très fort des compétences, mais c'est encore plus vrai à La Réunion puisqu'il y a un seul territoire et une seule population avec 2 collectivités. Donc forcément, il faut que les compétences soient utilisées et mises en œuvre de façon beaucoup plus rationnelle qu'ailleurs. Ça s'impose avec beaucoup plus d'acuité.
sachant que le risque d'enchevêtrement des compétences, il est double. Il y a un risque positif, un conflit positif, c'est-à-dire les deux collectivités pensent qu'elles sont compétentes, ou alors l'inverse, un risque négatif. Aucune des collectivités pense qu'elle est compétente et donc personne n'agit. Sachant que je tempérerai cet aspect sur La Réunion, puisque à La Réunion, on fait preuve d'une innovation avec l'harmonisation des compétences qui est faite depuis un certain nombre d'années, et donc ça relativise beaucoup cet avantage-là de passage à la collectivité unique. Les économies, évidemment, c'est un avantage qui est très souvent mis en avant, l'avantage des économies, puisque ça peut permettre de faire économiser les fonds publics, essentiellement parce que ça permettrait d'éviter les doublons, et parce que si on a une seule collectivité, on imagine qu'on aura moins d'élus et moins d'agents. Alors on imagine, je vais évidemment tempérer ça tout de suite, puisque moins d'agents, ça risque d'être difficile sur un temps court, puisque les agents qui sont présents dans les collectivités sont pour une très grande partie des agents qui sont titulaires, qui sont membres de la fonction publique territoriale, donc qui ont un statut fixe qu'on ne peut pas simplement supprimer. Voilà. Donc ce serait sur un temps long, éventuellement, imaginer de ne pas remplacer tous les agents actuellement présents, et donc de pouvoir un petit peu diminuer l'effectif, mais sur un temps court, ce n'est pas envisageable. Les élus également, évidemment, on pourrait dire qu'il y a une seule collectivité, donc on aura moins d'élus. L'idée n'étant pas de superposer et d'additionner le nombre d'élus des anciennes régions et départements, mais d'avoir un nombre inférieur d'élus par rapport à l'ancienne structure. Alors là aussi, c'est difficile de le promettre. D'abord, si on prend les exemples qui existent, puisque si on prend l'exemple de la Guyane en particulier, la Guyane avait 50 élus avant la transformation en collectivité unique, et elle en a 51 actuellement. Donc en termes d'économie pour les élus, c'est assez difficile à percevoir. Pour la Martinique, c'est beaucoup plus net. En revanche, puisque il y a à peu près 35 élus de mémoire en moins dans la nouvelle collectivité, donc là évidemment, ça serait intéressant. Mais pour Mayotte ou pour La Réunion, où il y a souvent le sentiment d'être peu représenté par rapport à l'importance démographique de la population, c'est un risque d'avoir beaucoup moins d'élus, parce qu'il y aurait beaucoup moins de représentativité de la population si on regarde ça à l'échelle du territoire français, et donc ce ne serait pas forcément très acceptable politiquement. L'autre avantage, c'est l'implication de la population qui serait plus grande, puisqu'elle se sentirait plus proche de la collectivité, elle serait probablement plus impliquée. Elle se sentira certainement plus concernée. Et enfin, dernier avantage, la concentration de l'État sur les missions régaliennes. À partir du moment où il n'y a plus qu'une collectivité, il est probable qu'elle se gérera de façon plus efficiente, et donc que l'État pourra rester sur son territoire, et donc pourra se concentrer sur ses missions et laisser beaucoup plus de marge de manœuvre finalement à la collectivité. Ça, c'est un avantage. À ces avantages peuvent également être opposés un certain nombre d'inconvénients que je vous présente à présent. D'abord sur la concentration des pouvoirs, je vous l'ai présenté comme un avantage, mais évidemment la contrepartie, c'est qu'il y a un risque très fort dans la concentration des pouvoirs. C'est-à-dire que tout va bien si la démocratie est parfaite, et il y a un vrai risque d'utilisation trop forte des pouvoirs qui sont confiés à une seule collectivité. Il y a des risques de dérive, il n'y aura plus de contre-pouvoir, avec une petite nuance, puisque en Martinique, avec le choix qui a été fait d'avoir une assemblée plus un conseil exécutif, on revient finalement au système de pouvoir-contre-pouvoir, mais c'est quand même un risque selon le choix qu'on fera de la collectivité. L'avantage actuel d'avoir deux collectivités qui se partagent les compétences et les pouvoirs, c'est qu'il y a une forme de bicaméralisme qui a été mis en place, avec des contre-pouvoirs qui sont mis en place, et donc supprimer ce bicaméralisme-là peut instaurer un certain nombre de difficultés. On a parlé des économies comme avantage. L'inconvénient qui peut en résulter, c'est un risque de mauvaise gestion des fonds. Si tous les fonds publics sont transférés à une seule collectivité, si la collectivité est mal organisée, il y a un risque de gaspillage, de mauvaise gestion des fonds. Si les choix financiers ne sont pas pertinents, il y a un risque évidemment beaucoup plus fort. La concentration de l'État sur ses missions régaliennes, ça peut être une bonne idée aussi, sauf que ça veut dire que l'État sera beaucoup plus spectateur, donc ça laissera beaucoup plus de prise à la gouvernance locale. Alors il faudra évidemment qu'elle soit beaucoup plus efficiente, puisque les critiques à ce moment-là seront plus nombreuses. Et enfin, l'implication plus grande de la population, c'est une très bonne chose, mais ça peut être aussi renversé comme avantage, puisque ça laisse beaucoup plus de part au clientélisme. Alors je sais que c'est un très gros mot, puisque j'ai beaucoup d'élus en face de moi, et je m'en excuse, mais évidemment, ça laisse beaucoup plus de place aux démagogues, et donc un clientélisme qui peut être favorisé.
Donc voilà les enjeux dans leur globalité, et d'une manière beaucoup plus spécifique, donc dans un second temps, il convient de présenter les enjeux par rapport à la situation de la Réunion. Situation qui est particulière à deux niveaux. D'abord parce qu'elle a un historique particulier, cette collectivité. On l'a vu à plusieurs reprises, je reviendrai sur certains points et je renverrai à ma contribution écrite pour plus de détails. Mais aussi, deuxième temps de cette particularité, c'est la gestion des compétences particulières que je vous annonçais tout à l'heure, puisque les compétences sont gérées avec une forme d'intelligence et de novation à La Réunion qui n'existe pas dans d'autres territoires, qui peut faire relativiser aussi les avantages que j'ai pu présenter. L'historique particulier, on l'a développé toute la journée, hein, la départementalisation, les effets de la départementalisation, le salut de la départementalisation. Donc évidemment, c'est très risqué pour La Réunion d'imaginer qu'on puisse renoncer à cette départementalisation, et surtout La Réunion se pose un peu en bon élève de la République et a toujours eu une position comme étant une des collectivités ultramarines qui faisait le moins de vagues et qui demandait surtout à rester dans son coin, à ne pas bénéficier d'avantages qu'elle ne mériterait pas, et donc surtout à poursuivre dans l'idée de l'identité dont on parlait sur la départementalisation. Il y a des rapports très particuliers entre La Réunion et l'État. Et il y a une recherche permanente de stabilité, une recherche permanente d'attachement à l'État, qui montre qu'il y a eu beaucoup de réticence encore aujourd'hui à ce qu'on puisse changer cette situation. Alors ça se manifeste à deux égards, que je vais passer assez rapidement là-dessus. Il y a deux événements évidemment qui concourent à cet attachement et qui montrent historiquement cet attachement. D'abord la position de La Réunion au moment de la loi d'orientation sur l'outre-mer en 2000, puisqu'il y a eu deux choses que La Réunion a obtenues. La première chose, c'est l'inscription dans l'article 1er de la loi de l'attachement des Réunionnais au statut particulier du département et au fait qu'on n'a pas vraiment envie de changer de structure institutionnelle. Et la deuxième chose, c'est le renoncement au congrès, puisqu'il y a la mise en place d'un congrès des élus départementaux qui avait été permise par la loi sur l'outre-mer, et par le biais d'une modification dans un cavalier législatif un petit peu plus tard, on a réussi à finalement renoncer à ce congrès à La Réunion, malgré quelques tentatives par certains membres présents ici de revenir sur cette suppression du congrès. Autre aspect, c'est bien évidemment la question de l'utilisation du pouvoir de normatif supplémentaire. Donc l'article 73 permet deux choses depuis 2003, enfin un petit peu avant 2003, mais les permet de façon beaucoup plus efficace depuis 2003, l'adaptation et le fait d'avoir un pouvoir dérogatoire finalement, qui permet de déroger à l'assimilation législative. Sur le premier pouvoir, il n'y a pas de revendication de La Réunion. La Réunion a toujours accepté cette assimilation nuancée, puisqu'on considère adaptée, puisqu'on considère que finalement, ce n'est pas une atteinte au statut des collectivités telles qu'elles existent aujourd'hui. En revanche, c'est sur le deuxième point que les réticences sont beaucoup plus profondes, et ça s'est manifesté avec l'amendement de M. Virapoulet, puisqu'on renonce avec l'article 5 à ce qu'on puisse adapter des règles précisément. Alors il y a plusieurs arguments qui ont été présentés, bien évidemment, la stabilité, le risque de dérive vers une sortie de l'État, le fait qu'il y ait un certain nombre d'avantages au département qu'il ne faut surtout pas sacrifier, et donc il ne faudrait surtout pas pouvoir changer institutionnellement. Alors moi je rejoins beaucoup le professeur Roux sur son analyse des verrous qui existeraient éventuellement au changement de au changement institutionnel et donc au passage à la collectivité unique, notamment donc cet amendement de M. Virapoulet, et puis le fait qu'on ait inscrit précisément le département et la région de La Réunion dans la Constitution, c'est-à-dire qu'ils sont nommément désignés, le département et la région de La Réunion. Est-ce que ce serait des obstacles d'irriement? Je ne le crois absolument pas, puisque sinon, ce serait une façon de vider de sa substance l'article 73 alinéa 7 qui dit qu'on peut substituer une nouvelle collectivité à la région et au département. Donc si on dit qu'on ne peut pas le faire, c'est assez paradoxal. Et si à la limite c'était l'arrière-pensée des élus politiques à l'époque, il aurait reproché dans certains articles doctrinaux de ne pas avoir été plus loin, de carrément pas avoir écrit dans l'article 73 le fait qu'il renonce au changement de statut ou au changement et au passage à l'article 74. C'est-à-dire qu'il aurait carrément fallu aller plus loin et pousser la logique jusqu'au bout et donc verrouiller véritablement. Donc ce n'est pas un verrou qui est insubmersible, ça j'en suis convaincue également. Dernier aspect qui permet
de montrer l'historique particulier de la Réunion, c'est qu'il y a toujours eu cette idée qu'on veut renforcer l'identité de la Réunion par rapport à la métropole, c'est-à-dire que nous les pas plus, nous les pas moins. Il faut absolument qu'on soit au même niveau, pas plus parce que ça serait trop, mais pas moins non plus parce que ça serait pas assez. Et donc il y a une forme de, voilà, de recherche de la position de la Réunion. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal, cette volonté d'être toujours le droit commun, parce que la Réunion est tout sauf étant dans le droit commun. Il y a beaucoup de dérogatoires, en dehors des adaptations qui ont été faites. Il y a énormément de dérogations qui ont été faites. D'abord, sur un plan purement matériel, physique, il n'y a aucun autre exemple en métropole d'une région qui serait constituée d'un seul département. Donc on veut être exactement pareil, mais on ne l'est pas de fait, puisque c'est une région monodépartementale. Par ailleurs, on ne veut pas non plus disposer de dispositions dérogatoires, sauf que on a des dispositions fiscales dérogatoires, il y a beaucoup de niches fiscales, on a beaucoup d'avantages sur le plan des impôts, sur le plan de la rémunération, notamment pour la fonction publique, on l'a évoqué à plusieurs reprises. On a des dispositions dérogatoires sur l'octroi de mer, on a un certain nombre de possibilités différentes sur la TVA, sur les charges patronales, donc on n'est pas dans la même situation réellement. Et finalement, il y a certains auteurs qui en sont arrivés à la conclusion que la Réunion serait à mi-chemin entre les autres collectivités de l'article 73 et les collectivités métropolitaines. J'en terminerai par la gestion particulière des compétences à la Réunion. Il y a eu un mouvement d'harmonisation des compétences très intéressant qui a eu lieu depuis une trentaine d'années à La Réunion et qui permet de relativiser une des critiques principales qui est faite à la collectivité qui est la région monodépartementale. Depuis une trentaine d'années, on s'est rendu compte qu'on pouvait optimiser et réfléchir en termes de coordination des compétences plus qu'en termes de concurrence. Alors ça s'est fait parce que politiquement, on était arrivé à une absurdité qui faisait que, par exemple, il y avait des projets qui étaient financés au-delà du solde, puisqu'ils étaient financés par les deux collectivités. Et donc, on a procédé par deux façons à l'harmonisation de ces compétences. D'abord, en faisant des transferts croisés de compétences et ensuite en mettant en place un système de guichet unique. Alors, le transfert croisé des compétences, il y a plusieurs vagues que je décrirai plus précisément dans ma contribution écrite. La première étant en 1990, très tournée sur le secteur agricole et sur des points très particuliers, et en particulier qui avait permis de faire une séparation végétale-animale, le végétal étant mis à la charge du département et l'animal à la charge de la région. Deuxième transfert en 2004, où on revient sur cet aspect-là, puisqu'on se rend compte que ce n'est pas forcément pertinent, puisqu'il y a des exploitants qui se retrouvaient un peu à cheval sur les deux, donc ce n'était pas pertinent. On revient aussi sur le fait qu'on redonne à la région sa compétence en matière touristique, on redonne au département sa compétence en matière d'habitat, et il y a une troisième vague qui est en cours avec la conférence territoriale des politiques publiques. Il y a une tribune qui a été faite par les deux présidents des deux collectivités récemment, lors de l'anniversaire, et qui permet donc de voir que on a réfléchi de façon intelligente pour utiliser les compétences pour qu'elles soient beaucoup moins en concurrence et faire en sorte qu'on n'ait pas la plupart des critiques qui ont été exposées précédemment. Les guichets uniques, c'est le fait qu'on ait réussi à mettre en place un système d'entente. Je donnerai l'exemple de l'Agile pour la gestion des fonds européens qui permet d'avoir une gestion tripartite des fonds alors que ce n'est pas forcément prévu et qui est assez efficiente, donc qui permet de relativiser. Donc pour conclure, j'ai vraiment terminé, sur la collectivité unique, il y a des pour, il y a des contre. Évidemment, je n'avais pas l'intention de vous donner une solution miracle. Si c'était très simple, on l'aurait déjà fait et on serait déjà arrivé à une situation optimale. Donc c'est parce que justement, ça n'est pas simple. Je pense que l'obstacle le plus important aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de consensus et que c'est une question qui est éminemment politique et que la classe politique locale n'est pas d'accord sur ce point de vue-là. Je pense que ça sera un des points qui sera abordé lors des débats. Et donc, tant qu'on n'aura pas ce consensus, on sera comme en Guyane en 2003, c'est-à-dire dans l'impossibilité de faire évoluer les choses. Mais sur un plan purement juridique, la faisabilité est réelle et l'opportunité reste politique, donc la balle est dans votre camp maintenant. Je vous remercie.